Les entreprises connaissent de plus en plus d'incidents liés à des faits de cyberdélinquance. Et pourtant, leur maturité vis-à-vis de la sécurité des systèmes d'information stagne, voire régresse. C'est ce qui ressort de l'édition 2014 de l'enquête biannuelle du CLUSIF, le club de la sécurité de l'information français qui a sondé 350 entreprises. Alors, comment expliquer cette situation? Eh bien, pour commenter les conclusions de l'étude, je reçois Lionel Mourer, qui a conduit ce projet au CLUSIF. Bonjour Lionel Mourer. Bonjour. Alors, vous êtes administrateur du CLUSIF et vous êtes également directeur d'Atexio, qui est un cabinet de conseil en sécurité de l'information. Alors, première question, vous qui avez conduit cette étude, comment expliquer que cette maturité vis-à-vis de la sécurité des systèmes d'information progresse aussi lentement, voire régresse? Alors, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'en fait, les entreprises sont encore principalement dans un mode réactif. C'est-à-dire la sécurité reste un sujet secondaire où on va plutôt réagir à un incident de sécurité et pas forcément se poser les bonnes questions en termes de proactivité et de se dire bah, tiens, j'ai de l'information confidentielle, secrète, importante, stratégique et cette information, je vais chercher à la protéger. D'ailleurs, lorsque l'on regarde les entreprises qui se positionnent sur ces modes proactifs, la majorité le font parce qu'elles ont des obligations légales, réglementaires. Au final, encore une fois, peu d'organisations aujourd'hui se positionnent sur cette façon de dire mon information, il faut que je m'en occupe. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de financement? Ça coûte cher de protéger son système d'information. Alors, effectivement, ça coûte cher. Oui et non. Oui et il non. y a des choses qui sont faciles à faire et qui permettent effectivement de se positionner par rapport à la sécurité de son information. Et puis il y a des choses qui sont plus compliquées, plus chères, plus complexes à mettre en œuvre, des moyens techniques par exemple qu'il faut déployer et qui ne sont pas toujours maîtrisés par les organisations. Est-ce qu'il y a un problème d'organisation des SI dans les entreprises? Est-ce que par exemple le rôle du responsable de la sécurité des systèmes d'information est parfois mal défini dans les entreprises? C'est ce qui peut expliquer un certain freinage dans la conduite des projets? Alors, lorsqu'on le regarde effectivement les résultats de l'étude, déjà il y a une bonne nouvelle. On se rend compte qu'en 6 ans, entre les chiffres 2008 et 2014, on a une progression notable du nombre de RSSI dans les organisations. 37% en 2008, 62% en 2014. Toutefois, la majorité de ces RSSI viennent du monde de la DSI, de l'informatique, et ne sont pas forcément encore complètement au fait même de positionner les problématiques qui sont transverses. Le RSSI, ce n'est pas un technicien, c'est quelqu'un qui va faire de la sensibilisation, qui va poser également des aspects juridiques, qui va poser des aspects de politique de sécurité, etc. etc. Donc c'est sa mission qui est mal définie? C'est sa mission qui n'est pas forcément mal définie, enfin oui, qui est mal définie dans un premier temps. On sert mal le périmètre. Voilà, il faut que le temps évolue, il faut que les organisations se posent les bonnes questions et que le RSSI sorte des DSI. C'est déjà le cas dans les grands comptes. Typiquement, les grandes sociétés aujourd'hui ont positionné le RSSI aux bons endroits et souvent rattachés soit à des directions de l'audit, soit à des directions générales directement. Ça, c'est tout à fait intéressant. On a encore la moitié des RSSI qui sont rattachés à la DSI et ça, c'est la maturité et le temps qui va faire que ça va évoluer dans le bon sens. Aujourd'hui, face à quelles menaces les entreprises sont-elles le plus exposées? Vous parliez d'une mission transverse pour le responsable de la sécurité des services d'information. Alors, tout à fait. Alors, les menaces, globalement, il y en a de 3 types. Les malveillances, les erreurs et les pannes. Et là, on a des chiffres assez précis dans l'étude, donc je vais me permettre de les reprendre. Allez-y. Première position, on a un top 7. Bon, pourquoi 7? Parce que c'est ce qui ressort de l'étude. On a demandé au RSSI interrogé quelles sont les menaces, quels sont les incidents de sécurité que vous avez vécus dans les 2 années passées. La première position, c'est des entreprises qui ont subi des pertes de services. Pertes de services, c'est-à-dire liées à la climatisation, à l'électricité. Donc c'est vraiment 39% des entreprises nous disent c'est notre première cause de panne, de problème. On est là effectivement dans une vision panne. La deuxième position, elle est tenue par des vols et des disparitions de matériel. Donc là, on est dans la malveillance. On a des gens qui vont aller voler du matériel et qui vont faire en sorte que l'entreprise va subir des dommages et que c'est identifié comme un incident de sécurité. La troisième, on retourne dans la panne et on tombe sur les pannes d'origine interne, c'est-à-dire une appli qui bug, un disque dur qui crache. Voilà, là, on est vraiment dans la panne matérielle ou logicielle classique, je vais dire. Donc on voit déjà que dans le top 3, il y en a 2, c'est des pannes. Quatrième position, les infections par virus. Sans que ce virus ait été ciblé. C'est-à-dire ce sont des virus qui sont lâchés de façon lourde sur Internet et on va retomber effectivement sur une vision de tiens, le virus il a passé parce que soit j'ai un antivirus pas à jour, soit c'est un virus nouveau qui n'est pas reconnu par l'antivirus.
Cinquième position, quatrième position ex aequo, en fait il n'y a pas de cinquième, ce sont les erreurs d'utilisation, 30%, tout comme les virus. Sixième position, du coup, les erreurs de conception. On conçoit mal une architecture ou on conçoit mal un applicatif, une application, un logiciel. Et donc, il va y avoir un certain nombre de bugs qui vont engendrer des incidents de sécurité. Puis enfin, septième position, pour 11%, ce sont les attaques logiques ciblées, c'est-à-dire le hacker, le pirate informatique. 11%. 11%. Voilà. Donc là aussi, on a quelquefois dans l'imaginaire des gens une problématique liée aux pirates, et c'est aussi ce que l'on voit quelquefois aux 20 heures d'une chaîne ou d'une autre. Finalement, c'est en septième position. Alors attention, ce n'est pas négligeable, parce que ces attaques-là, elles vont justement impacter la confidentialité de l'information. Les pirates, ils viennent chercher de l'information et ils savent pourquoi ils viennent. C'est fini le temps où les pirates venaient casser joyeusement. Aujourd'hui, ils viennent parce qu'on a affaire à des mafias structurées qui viennent chercher de l'information. Donc même si on est en septième position, c'est loin d'être neutre. Il y a un autre élément qui ressort de votre étude, c'est un peu surprenant, le manque de suivi de la gestion et de l'exploitation du SI une fois que l'entreprise sous-traite à un prestataire tiers, en fait. Tout à fait. Alors, comment expliquer cela? C'est ce qu'on appelle l'infogérance. Alors, on se rend compte que là aussi, quelques chiffres, 9% des entreprises interrogées sous-traitent 100% de leur système d'information en infogérance, et puis 35% partiellement. Donc, en tout ou partie, on voit qu'on est quand même dans un ratio qui n'est pas inintéressant. Presque la moitié des entreprises font de l'infogérance. Et puis, effectivement, 32% ne positionnent aucun indicateur de suivi de la sécurité. On ne se pose pas la question de, tiens, j'ai des réunions tous les mois, tous les trimestres avec mon infogérant, et est-ce que je vais lui poser, est-ce que je vais l'interroger sur des problématiques de sécurité? C'est une confiance aveugle. Voilà, c'est une confiance aveugle, effectivement. Et puis 44% qui ne réalisent aucun audit. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils vont aller auditer leur infogéreur pour savoir si effectivement... Alors, c'est exactement ça. On est dans ce modèle où on va sous-traiter, et on va partir du principe que si on sous-traite à un pro, le pro, il fait. Malheureusement, moi qui ai une seconde casquette et où je suis amené à régulièrement, au titre d'Atexio, faire des audits de sécurité, on se rend compte que bien souvent, le niveau de sécurité chez l'infogéreur n'est pas au niveau de ce que pourrait espérer le client. Lionel Mourer, pour conclure, je voudrais parler encore d'un dernier point qui ressort de votre étude, c'est finalement que le bring your own device, c'est-à-dire l'utilisation d'appareils personnels dans le cadre professionnel pour des usages professionnels, c'est finalement un effet de mode et c'est une tendance qui recule aujourd'hui. Tout à fait. Alors là, effectivement, on s'est aperçu de ça. Les chiffres 2012 versus 2014 sont très, très parlants. 66% des organisations qui autorisaient en 2012 le BIOD, on est passé aujourd'hui à 38%, donc quasiment une division par deux. Quasi. La raison, clairement, l'effet de mode est passé, et puis les DSI qui suivaient ces mises en place, cette ouverture vers les terminaux personnels des salariés de l'entreprise, se sont rendus compte qu'il y avait des coûts qui étaient loin d'être négligeables si on voulait apporter un niveau de sécurité suffisant. À savoir, il fallait déployer des logiciels spécifiques. Il y avait aussi un aspect juridique, c'est-à-dire qu'il fallait prendre la main sur le téléphone qui n'appartient pas à l'entreprise. Et là, quelque part, à un moment donné, il faut que la personne soit d'accord. OK, j'accède à la messagerie de l'entreprise sur mon PDA ou mon smartphone personnel, mais encore faut-il que l'entreprise puisse contrôler à minima un certain nombre de choses. Par exemple, le fait qu'il y ait un mot de passe, un code à 4 chiffres sur le PDA, de façon à ce que si on vous le vole, n'importe qui ne puisse pas très simplement accéder à cette messagerie. Donc effectivement, on s'est rendu compte de ce genre de choses. Les entreprises s'en sont rendues compte et ont fait pour un grand nombre machine arrière. J'ai moi-même eu l'occasion de travailler effectivement pour un grand compte du CAC 40 sur le sujet et où effectivement ils ont fait lourdement machine arrière en soit reproposant pour les gens qui avaient réellement besoin d'accéder sur leur PDA, leur smartphone, à la messagerie d'entreprise, un smartphone maison, achetés par l'entreprise, soit carrément, ils ont supprimé les accès pour ceux pour lesquels ce n'était pas identifié comme utile. Bien, Lionel Mourer, je vous remercie. Je rappelle que vous avez conduit l'étude 2014 du CLUSIF, le Club de la sécurité de l'information français, une étude qui est disponible sur le site du CLUSIF en téléchargement gratuit. Merci d'être venu commenter les résultats sur Xerfi Canal. Merci. Merci à vous.